Donc aujourd'hui, je vais vous donner ma méthode pour profiter des énormes baisses qu'on a en ce moment sur pas mal d'actions et qui sont des bénédictions, hein. C'était attendu enfin, ça n'a pas été aussi intéressant d'investir sur des actions individuelles depuis 2023. Et donc, je compte bien profiter de cette période pour continuer à surperformer le SP500 pour les années à venir. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, en général, quand tu te connectes sur ton compte titre, c'est très rouge, quoi. Tu as des actions à moins 5%, des actions à moins 10%, des actions à moins 15% parfois en une journée. La watchlist, c'est pareil. Et après, tu continues ta journée. Et puis, à un moment donné, tu vois une nouvelle news. Et la news, c'est Anthropic annonce avoir développé un nouveau modèle trop puissant et dangereux pour être révélé au public. Et là, tu retournes voir le compte titre et paf, encore moins 10%. Donc en ce moment, c'est un petit peu ça tous les jours. Le problème, c'est que ça a des conséquences psychologiques sur pas mal d'investisseurs. Où en gros, tu te mets à douter de tes choix, quoi. Donc quand tu vois une action qui se prend à moins 10, moins 20, moins 30%, etc., souvent, tu es amené à te dire est-ce que j'ai pas fait une bêtise en achetant ça, quoi. Et parfois, il y en a qui vendent à perte à ce moment-là. Et à l'inverse, quand tu regardes plutôt ta watchlist, là c'est le contraire, ça te retient d'acheter, quoi. Ton cerveau vraiment te retient et te dit attends un peu de voir si la situation se calme, quoi, parce que c'est inconfortable d'investir quand il y a des énormes baisses comme ça. Mais le problème, c'est que c'est justement quand le risque perçu est le plus élevé que le risque réel est le plus faible, et qu'il faut justement pas trop douter, pas trop hésiter avant d'acheter, et à l'inverse, ne pas succomber à l'envie de vendre à perte, quoi. Et donc, qu'est-ce qui fait que risque perçu élevé, ça veut dire risque réel faible? En fait, c'est juste qu'un risque perçu élevé, concrètement, ça se traduit par de la peur chez les gens. Et quand les investisseurs ont peur, ils vendent un peu à n'importe quel prix. Qu'en gros, ils veulent se débarrasser de leurs actions. Et donc, ils sont prêts à le faire à n'importe quel prix, même à des prix plus bas que ce qui serait rationnel de faire. Et donc, s'ils vendent à n'importe quel prix, les actions deviennent moins chères. Et une fois qu'une action est moins chère, et bien à partir de là, elle est moins risquée. En fait, le risque de perte est réduit. Et à l'inverse, le potentiel de gain est multiplié, quoi. Et pour bien comprendre ça, c'est simple, tu peux prendre des tonnes d'exemples. Ici, j'ai pris Netflix. Tu prends Netflix en 2022. On est bien d'accord que ici, tu vois, là, dans cette zone-là, en novembre 2021, le risque perçu, il est très faible. Hein, tu t'imagines dans cette situation-là, donc tu caches la suite du graphique. Là, à ce moment-là, les gens sont super contents, le portefeuille est vert, tout va bien. Mais en réalité, comme l'action était chère en termes de valorisation à ce moment-là, le risque réel était plus élevé. C'est juste qu'il n'est pas ressenti. Et donc, quand on est dans une situation où le risque perçu est très faible, et ça peut donner ce genre de scénario. Donc ici, moins 75%. Et là, le scénario, il est inversé. En fait, quand tu es ici tout en bas, le risque perçu est très élevé, puisque le portefeuille est très rouge, tu viens d'avoir l'action en tout cas a eu une grosse baisse, peut-être que toi tu as une grosse perte latente, et donc le risque perçu est élevé, mais alors qu'en réalité le risque réel est devenu faible, puisque là ici la valorisation est beaucoup beaucoup plus basse, la valorisation était basse à ce moment-là, et donc quand tu es dans ce genre de situation où le risque perçu est très élevé, mais le risque réel est faible parce que la valorisation est faible, ça peut donner ce genre de scénario. Donc là c'est un fois 7 en 3 ans, quoi. Et puis de toute façon c'est intuitif que tu vas gagner plus en achetant à 20$ qu'en achetant à 70$, quoi, tout simplement. Donc maintenant voyons la méthode, j'ai juste 5 étapes. Donc j'ai la première étape, si c'est pas déjà fait, il faut que tu aies une watchlist, mais une vraie watchlist, donc pas une watchlist super large avec plein d'actions qui sont pas top. Il faut que tu aies une watchlist d'actions que tu es vraiment intéressé pour acheter, donc ça va être quelques dizaines d'actions, quoi. Et faut donc que ce soit des actions de bonnes entreprises. Donc pour ça, il faut apprendre à les sélectionner. Donc les critères principaux pour les sélectionner, c'est des bons niveaux de croissance passés, des bons ROIC, des faibles endettements, un nombre d'actions qui n'augmente pas, des bons niveaux de marge, un bon management, un rempart concurrentiel au moins un, et puis un bon business model. Par exemple, s'il y a des revenus récurrents, c'est mieux, voilà, ce genre de choses. Donc une fois que tu as ta watchlist qui est prête, maintenant le but des 2 prochaines étapes, ça va être d'évaluer lesquelles de ces actions peuvent rapporter le plus d'argent pour le moins de risque. Donc, deuxième étape, c'est déjà tu dois estimer une fourchette de croissance future du free cash flow par action et une fourchette raisonnable. Donc le free cash flow par action, c'est la métrique financière des entreprises qui se rapproche le plus de la performance finale de l'action, quoi. Donc en fait, le free cash flow, c'est chiffre d'affaires moins toutes les dépenses, donc il te reste le free cash flow. Et free cash flow par action, c'est combien de free cash flow pour une action, tout simplement. Tu divises par le nombre d'actions. Donc par exemple, ici, Moody's, je t'achète une action Moody's à 427$, t'as droit, en fait, tu possèdes 15$ 67 centimes de free cash flow des 12 derniers mois, quoi. C'est ta part du free cash flow, et donc s'il n'y a rien d'autre qui change, et que par exemple ce free cash flow par action, il augmente de 10% par an sur les 20 prochaines années, toi, ton investissement, ta performance sur l'action, quoi, de ton investissement, ça va être 10% par an, quoi.
Donc voilà, ça c'est vraiment très lié à la performance finale. Donc voilà, étape 2, c'est t'estimes une fourchette raisonnable de croissance future de chaque jour par action. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Alors pour le premier réflexe souvent c'est de regarder les estimations d'analystes. Donc il ne faut pas faire ça, ça sert à rien. Les analystes en fait ils font que en gros plus les résultats récents sont positifs, plus ils vont être optimistes dans leurs estimations. Et inversement, plus les résultats récents sont pas terribles et le sentiment est négatif, plus les estimations futures proches vont être pessimistes. Donc si on suit les estimations d'analystes, on va toujours finir par se faire avoir. Donc le mieux en fait c'est déjà de prendre des business qui sont assez prévisibles. Donc ça c'est comme je disais dans le critère, dans l'étape juste avant. Par exemple des business qui ont des revenus très récurrents, donc par exemple de l'abonnement, bah, ils vont avoir des croissances qui sont beaucoup plus lisses, tu vois, ça va être beaucoup plus régulier dans le temps. Ici j'ai pris Moody's, c'est un bon exemple de ça. Sur les 5 dernières années, c'est 7,5% par an en moyenne. Sur les 10 dernières, c'est 8,3%. Et sur les 20 dernières, c'est 7,76%. Donc on voit que les croissances moyennes sur 5, 10, 20 ans, c'est vraiment quasiment la même chose, quoi. C'est du 8% par an, ultra régulier. Et je sais que même si on remonte plus loin dans le passé, c'est pareil, quoi. C'est des niveaux de croissance vraiment très similaires pendant des décennies pour certaines entreprises. Donc tu prends un business qui est assez prévisible. Ensuite, tu regardes les croissances passées, donc alors free cash flow par action plutôt que chiffre d'affaires. Donc par exemple, ici, Moody's, on voit que sur les 5 dernières années, ils ont fait 6% par an, sur les 10, ils ont fait 10,58 et sur les 20 dernières, ils ont fait même pas 10. Donc tu vois, est-ce que dans ta fourchette, est-ce que tu vas te dire qu'ils vont peut-être faire 15% par an sur les 10-20 prochaines années? Bah non, tu vois, il y a peu de chances que ça arrive. Peut-être que ça arrivera, mais disons que si ça arrive, tant mieux, et que tu en as acheté, mais c'est pas une estimation raisonnable, quoi. Donc là, dans le cas de Moody's, je prendrais comme fourchette quelque chose comme 8 à 10% par an de croissance du free cash flow par action. Ensuite, tu prends des boîtes qui sont aussi portées par des marchés en croissance, puisque c'est plus facile de croître comme ça, hein, sinon tu as un handicap. Et puis tu regardes aussi, dans l'idéal, des boîtes qui ont des options, des options supplémentaires de croissance pour le futur, quoi. Par exemple, Meta, ils ont leur business principal de publicité en ligne, qui est déjà un marché en croissance, mais ils ont aussi des options comme par exemple les lunettes ou WhatsApp qui ne sont pas encore vraiment monétisées. Donc voilà, si tu combines ces différents facteurs et en prenant pas un scénario optimiste, tu vas avoir des estimations, une fourchette d'estimation qui va être raisonnable, quoi. Donc ça, c'était la deuxième étape. Donc maintenant, tu as une idée approximative de ce que tu peux attendre comme niveau de croissance pour chacune des actions de ta watchlist. Et donc maintenant, troisième étape, la deuxième composante importante, enfin la deuxième composante qui va déterminer ton investissement final, quoi. On a vu qu'il y avait ce free cash flow par action. Maintenant, il faut que tu arrives à estimer à peu près quelle variation de valorisation tu peux espérer, quoi. Donc le prix sur free cash flow. Et là, une règle très bête, c'est que un prix sur free cash flow élevé a plus de chances de baisser que d'augmenter, et un prix sur free cash flow bas a plus de chances d'augmenter que de baisser. Donc simplement, si tu as un prix sur free cash flow de 30 ou plus, bah tu ne vas pas parier sur une hausse, c'est sûr que ça ne va pas bénéficier à ta performance. Et à l'inverse, si, toujours dans l'hypothèse où tu as choisi des bonnes actions à l'étape de la watchlist, mais si tu es à 10, bah, là tu as des bonnes chances que ça augmente et donc que ça participe positivement à la performance de ton investissement à la fin. Donc il faut déjà avoir une idée de ce que sont des prix sur free cash flow standards. Et puis c'est aussi utile de regarder le passé de l'action en question que tu regardes. Par exemple ici sur Moody's, bah, c'est sûr que pendant la crise de 2008 à 10 fois, même à 8 fois le free cash flow, ça pouvait pas, enfin, ça peut toujours aller un peu plus bas, mais à long terme, il y avait peu de chances que ça reste aussi bas, et de grandes chances au contraire que ça bénéficie positivement à l'investissement. À l'inverse, c'est sûr que si tu achètes par exemple ici à 43 fois le free cash flow en septembre 2024, bah, tu es à peu près sûr qu'à long terme, ça va aller plus bas, et donc ça aura un impact négatif sur ton investissement, quoi. Et il y a quand même un point à faire attention, c'est que si le prix sur free cash flow est très bas, ou en tout cas beaucoup plus bas que par le passé pour l'entreprise en question, en général, c'est qu'il y a une zone d'incertitude, quoi. Donc un risque perçu élevé. Et donc à ce moment-là, il faut aller faire la recherche de qu'est-ce qui fait peur aux gens, pourquoi les gens n'aiment pas cette action en ce moment, donc pourquoi est-ce qu'elle est si peu chère. Et donc il faut évaluer à quel point cette incertitude, en fait, il y a un risque crédible derrière, et à quel point ce risque est déjà pricé dans le prix au free cash flow. Parce que des fois, tu peux avoir un risque qui est crédible, mais en même temps, ça reste dans le futur, tu n'es jamais sûr qu'il va vraiment se matérialiser. Et tu peux avoir un prix sur le cash flow tellement bas qu'au final, ça dérisque complètement l'investissement. Tu vois, en gros, tout le risque, le scénario le plus pessimiste possible peut déjà être intégré dans le prix, quoi. Donc pour ça, il n'y a pas le choix, on est obligé de faire les recherches et les analyses. Donc c'est ce que je fais pour mes investissements. D'ailleurs, si tu veux recevoir mon portefeuille, mes transactions, les actions qui m'intéressent avec mes prix cibles chaque semaine,
Et mes analyses, tu as le tout premier lien qui est dans la description. Puis tu auras aussi accès à tout l'historique, hein, donc avec par exemple les achats que j'ai faits ces derniers jours et dernières semaines. Donc étape 3, on a évalué les variations futures probables de prix sur free cash flow. Et maintenant étape 4, on va sélectionner les actions qui sortent du lot, donc en termes de rapport gain-risque. Donc celles qui peuvent nous rapporter le plus pour le moins de risque. Donc pour ça, c'est bien de faire des scénarios. Donc en gros, tu te demandes quelles sont les issues possibles. Donc en gros, les issues possibles, c'est je peux tout perdre, je peux perdre une partie, je peux gagner un peu, je peux beaucoup gagner, quoi. Et donc tu donnes un niveau de probabilité approximatif pour chacun de ces scénarios. Et donc à partir de ça, tu vas voir clairement qu'il y a des actions qui se démarquent, quoi. Donc des actions sur lesquelles tu as un risque très très faible, extrêmement faible de tout perdre, très faible de perdre de l'argent. Tu es limite presque sûr, bon, on n'est jamais sûr à 100%, mais voilà. C'est très fortement, très fort probable que tu gagnes de l'argent, voire que tu en gagnes beaucoup. Et donc tu sélectionnes juste celles qui sortent du lot, donc tu vas en avoir peut-être une, peut-être deux, peut-être trois, pourquoi pas quatre. Et donc en général, ça va être des actions qui sont d'entreprises qui sont historiquement bonnes, sur lesquelles il y a une incertitude et donc des risques sur le business qui sont mal évalués par le marché et un prix qui est anormalement bas et qui du coup réduit beaucoup le risque, quoi. Ça va être ce genre de profil d'action là. Donc je résume, étape 1, tu fais ta watchlist, étape 2, tu évalues les croissances de free cash flow par action, étape 3, tu évalues les variations de prix sur free cash flow, étape 4, tu sélectionnes celles qui sortent du lot, et l'étape 5, alors c'est un principe que j'ai hésité à mettre parce que il y en a forcément qui vont faire des bêtises avec, mais bon, ça reste vrai et quelque chose que j'applique, donc voilà. C'est que quand on est face à une grosse opportunité, en fait, l'opportunité numéro 1, qui a un gros potentiel de gain, en fait, on est censé mettre le paquet. On est censé investir un montant proportionnel à l'ampleur de l'opportunité, quoi. Donc, évidemment, sans jamais se mettre en risque personnel, hein, donc garder son épargne de sécurité, jamais utiliser d'effet de levier et tout ça. Et ça part du principe qu'on sait ce qu'on fait, qu'on a fait une bonne analyse, voilà, qu'on sait pourquoi on investit vraiment dans l'action, quoi. Mais en tout cas, si on a fait ce travail et qu'on est capable de reconnaître les grosses opportunités, logiquement, on est censé investir un montant important par rapport à nos moyens, quoi. Parce que savoir quoi acheter, c'est bien, savoir quand acheter, c'est très bien aussi, mais il y a aussi combien acheter, tu vois. Si tu as une opportunité qui est énorme face à toi et que t'oses pas trop investir et que tu mets 100 euros, je sais pas, même si tu fais un fois 100 sur 100 euros, ça va faire 10 000, ça va pas changer ta vie, quoi. C'est pour ça que si on veut vraiment des gros résultats avec la bourse, il vaut mieux faire quelques gros paris et donc pas être trop diversifié et avoir des petites miettes investies un petit peu partout. Donc voilà, l'étape 5, c'est juste prendre les actions qu'on avait sélectionnées à l'étape 4, donc il y en a peut-être une, deux, trois ou quatre actions, et puis répartir son cash uniquement entre ces actions-là et pas aller au-delà de cette sélection-là dans la watchlist, quoi. Donc c'est ce que j'ai fait là ces derniers temps, hein. Et dans ces situations-là, il ne faut surtout pas tomber dans le piège du c'est que le début. En fait, quand les marchés baissent, il y a un phénomène qu'on voit beaucoup, que j'ai vu d'ailleurs dans mes commentaires, c'est beaucoup se disent en fait c'est que le début, ça va continuer à baisser. En fait, ils se disent ça parce que c'est un réflexe psychologique classique et les news sont négatives. Tout laisse penser intuitivement que ça va continuer à baisser, sauf que les points bas sont toujours atteints pendant exactement justement quand les news sont extrêmement négatives, en fait. Donc il faut vraiment réussir à éliminer cette pensée, ou en tout cas la combattre, quoi, passer au-delà, parce que c'est vraiment dans ce genre de situation de pessimisme extrême avec des actions qui s'effondrent complètement qu'on peut vraiment construire sa richesse future avec la bourse. C'est pas quand tout le monde est content dans les marchés haussiers, où tout le monde a un portefeuille vert, où tout le monde a l'air que c'est facile, tout le monde a l'air tout le monde trouve ça facile, même les débutants. En fait, ces moments-là, ces marchés haussiers, c'est les moments où tu récoltes ce que tu as semé pendant les phases de pessimisme extrême, quoi. Donc le moment de semer, c'est maintenant, et le moment de récolter, ce sera peut-être dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, on verra. Après, évidemment, ça peut toujours aller plus bas, mais ça, tu peux pas timer précisément. Donc tout ce qui compte, c'est est-ce qu'aujourd'hui, les opportunités sont grandes ou pas, et si c'est le cas, il faut y aller, quoi. Et si tu as en ce moment des actions dans ton portefeuille qui ont pris des moins 40%, moins 50%, peut-être moins 60% ou plus, et que tu te demandes si tu dois les vendre, regarde la vidéo qui s'affiche au milieu de l'écran dans laquelle je t'explique justement comment décider si tu dois vendre ces actions ou pas.